Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée de lancement de l'expérimentation BPDIA qui se lance enfin. Je vous laisse vous présenter au CHU. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux d'être là ce soir. Après 3 ans d'attente presque interminable, nous y sommes. Donc, on est presque toutes présentes au CHU. Je ne sais pas si Mylène est arrivée. Mais bref, donc moi je suis Jessica Amselem Jager, je suis pédiatre et je suis donc la coordinatrice médicale de l'expérimentation OBPédia pour la région Pays de la Loire. Je travaille donc à 50% sur ce projet et donc je vous le dis maintenant, mais on pourra en discuter à la fin, nos temps OBPédia sont plutôt des temps de fin de semaine. Donc jeudi, vendredi, un mercredi sur 2. Ça sera important à retenir pour les coordinations quand on aura des patients à partager. Pour les urgences, évidemment, il n'y a pas de jour au BPDIA, mais pour tout ce qui est de la coordination, d'organisation, de discussion de patients, voilà, entre deux RCP, on sera surtout disponible les fins de semaine pour ces jeunes patients. Voilà, je passe la parole à Valérie. Bonjour, donc moi je m'appelle Valérie Cognier, je suis infirmière à 50% sur OBPédia. Sinon, je travaille à l'hôpital de jour médico-chirurgical et je m'occupe aussi de la prise en charge de l'enfant obèse avec un programme d'éducation thérapeutique sur 2 ans où il y a entre autres des ateliers collectifs. Voilà, et ce programme existe depuis 6 ans maintenant sur l'hôpital d'Angers. Voilà, je passe la parole maintenant à Alexandra. Bonjour, du coup, moi je suis Alexandra Touchard, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. J'interviens du coup sur le programme d'expérimentation BPDIA à hauteur de 20% et sinon j'ai un mi-temps du coup 50% sur le service au complet. Donc voilà, je ne passe la parole à ma compatriote du coup Olivia qui doit être quelque part aussi sur l'écran. Bonsoir, merci Alexandra. Donc Olivia Corvey, je suis psychologue formée aux thérapies cognitives et comportementales. Je suis à 10% sur OBPédia seulement, sachant que je suis à mi-temps, j'ai un 40% en plus sur le diabète chez l'enfant et j'ai un autre mi-temps en psychiatrie adulte. Donc, je suis présente toute la semaine sur le CHU. Donc, en cas d'urgence, je suis facilement joignable. Mais effectivement, moi, j'interviens plutôt les jeudis après-midi, finalement. Je passe la parole à Daphné, notre APA. Bonjour à tous. Alors, j'ai des difficultés à mettre ma caméra ce soir, donc vous ne me verrez pas. Je vous laisse faire l'image que vous voulez de moi. Donc, je suis enseignante en activité physique adaptée. J'interviens à 10% pour OBPédia. Donc, les vendredis après-midi, ce sera le principal jour de coordination que j'aurai. Et puis à côté, j'ai 15% aussi pour la prise en charge de l'obésité pédiatrique au CHU. Et j'interviens aussi dans le service adulte, au service EDN, pour aussi la prise en charge de l'obésité adulte. Voilà. Et puis peut-être que Jessica, tu peux présenter Mylène si elle n'est pas arrivée. Oui, Mylène n'est pas, je ne crois pas qu'elle soit arrivée encore. Donc Non, Mylène, je la vois pas. Comment? Je la vois pas, non. Non. Mylène Piron, c'est notre diététicienne. Pour ceux qui ont suivi les formations en présentiel ou pas, vous avez dû la voir. Elle n'était pas là au tout début en 2018, elle arrive un tout petit peu après. Et donc Mylène, elle est à 25% sur la prise en charge de l'obésité pédiatrique et avec un 25% OBPédia. Voilà. Et elle aussi, elle est plutôt active dans le service en fin de semaine. Voilà. Merci à toutes les 6. Et du coup, du côté de l'Astral Nutrition, donc moi je suis Florence Dumont, chargée de mission, notamment en charge du déploiement d'OBPédia en lien avec l'équipe du CHU d'Angers.
Et puis, je suis accompagnée de mes collègues sur certains autres aspects. Marine Rintaud, qui est également chargée de mission. Charlotte Baudry, qui, elle, nous accompagne sur tout le déploiement du e-parcours, obésité pédiatrique. Et Clémence Kimel, qui est l'assistante administrative, qui sera en lien certainement avec certains d'entre vous qui participeront à l'expérimentation pour le côté facturation. Hop. Avant de démarrer, on voulait vous faire un petit sondage. Donc ce soir, vous êtes dans la majeure partie intéressés, enthousiastes. On a aussi des curieux et des débordés, des fatigués. Fatigués, je pense qu'on est tous dans le même cas. Et sinon, au niveau des professions, donc vous êtes majoritairement 20 diététiciens, il y a 11 médecins généralistes, pédiatres, etc. J'ai vu qu'il y avait des médecins scolaires aussi d'inscrits, des infirmiers, des enseignants d'activité physique adaptée. On a aussi 2 kinés et puis d'autres professions. Malheureusement, pas de psychologue ce soir, en tout cas pas qui n'ont répondu au sondage. Est-ce que vous connaissez le projet OBPédia? Donc, certains d'entre vous, la majeure partie, ont suivi la formation mais ont besoin de rappel. Et puis, certains d'entre vous n'en ont pas entendu parler. Donc, on va pouvoir vous présenter ça ce soir. Et pour vous, OBPédia, c'est une expérimentation nationale, un parcours de prise en charge de l'obésité sévère de l'enfant et de l'adolescent, le développement de la coordination vidéo-hôpital, un nouveau mode de rémunération des professionnels de santé médicaux et paramédicaux et une nouvelle approche au domicile des patients au plus proche de leur quotidien. Eh bien, tout le monde ajuste, car effectivement, OBPédia, c'est tous ces aspects-là. Donc, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail juste à suivre. Hop. Du coup, comme vous l'aviez mis dans le sondage, donc le parcours OBPédia, c'est un parcours expérimental de prise en charge des enfants et des adolescents qui souffrent d'obésité sévère et ou complexe. Pourquoi ce parcours? C'est une expérimentation donc, qui est financée dans le cadre de la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale. C'est financé par la CNAM et le ministère de la Santé et donc c'est déployé dans 9 centres spécialisés obésité en France, dont le CHU d'Angers, qui est porteur pour toute la région des Pays de la Loire. Et on est dans le cadre, comme c'était justement mis dans le questionnaire, de l'expérimentation du financement au parcours, avec l'objectif également de développer la double coordination ville-hôpital. Et tout ça, donc, ça a été publié dans un arrêté en novembre 2019 qui acte bien que ce parcours va être mis en place dans le cadre de cette nouvelle loi de financement de la sécurité sociale. Jessica, je te laisse présenter les critères d'inclusion. Oui, donc on va en fait prendre en charge les enfants comme dans la définition, voilà, le dit très bien, ce sont des patients qui ont une obésité sévère et complexe. Donc il faut un excès de poids majeur, c'est-à-dire un IMC au-delà du seuil de l'IOTF 35. Pour ceux qui n'ont pas suivi la formation encore, je vous laisse regarder les courbes du carnet de santé où elles sont disponibles aussi sur le net. Donc les nouvelles courbes accessibles de 2018 avec les différents seuils d'IMC. Donc, il faut vraiment en fait nous envoyer des patients en situation d'obésité sévère. Il faut aussi une ascension extrême et continue de la courbe de corpulence. Les patients peuvent avoir des comorbidités sévères associées, des échecs de thérapeutique antérieure et tout ce qu'on appelle situation de fragilité. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que beaucoup de nos patients en situation d'obésité sévère et complexe se retrouvent dans des situations de difficultés psychosociales, famille non aidante, des handicaps, des pathologies psychiatriques, plus ou moins sous traitement, des pathologies chroniques, des troubles du comportement, qu'ils soient alimentaires ou pas, et des obésités qu'on dit syndromiques, identifiées ou pas d'ailleurs. C'est vrai que là, au fur et à mesure de recevoir les demandes de patients, il faut vraiment, en fait, on va aller chercher les patients les plus sévères, quoi. Il faut imaginer ce parcours un peu comme le parcours de la dernière chance. Et c'est vrai qu'il y a quelques patients que nous, on a réorientés vers des suivis, soit programmes d'éducation thérapeutique, soit des suivis individuels, parce qu'ils ne répondent pas forcément aux critères de sévérité. Donc ça, c'est important qu'on ait et l'excès de poids majeur et vraiment le côté sévérité de l'obésité.
Merci. On a retrouvé Mylène. Désolée Mylène, je n'avais pas vu que tu étais dans les spectateurs. Donc Mylène est bien avec nous, connectée. Et donc au BPDIA, c'est quoi? La philosophie, en fait, c'est d'accompagner les enfants et les adolescents qui souffrent d'obésité sévère et ou complexe, vraiment dans leur environnement, avec, au quotidien, avec leur environnement global au niveau de la famille. Donc, il y aura une HDJ qui va être faite au CHU d'Angers pour pouvoir, avec la famille, définir ses souhaits, ses attentes, ses besoins et définir un projet personnalisé de soins. Et l'idée ensuite, c'est qu'après ce bilan, on puisse avoir des contacts réguliers avec la famille en essayant d'aller au maximum au domicile pour pouvoir intervenir au plus proche du quotidien de ces jeunes et de ces familles. Et en faisant du lien entre la ville et l'hôpital, entre justement ces bilans en HDJ et puis ce que vous allez pouvoir faire vous au domicile. Voilà le schéma global du parcours. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais comme je l'ai dit, le parcours il débute par 2 jours d'hospitalisation au CHU d'Angers qui permettent de faire vraiment ce bilan initial, donc ce qui correspond au point M0. Suite à ce bilan, il va y avoir une équipe de prise en charge qui va être recrutée au plus proche du domicile de la famille avec un coordinateur de proximité, un intervenant 2 et le médecin traitant également de la famille. L'idée, c'est que cette équipe elle puisse prendre en charge au plus proche du domicile de la famille. Et on n'a pas de profession prédéfinie pour ces intervenants. Ça va être vraiment en fonction des besoins, des envies et du bilan qui sera fait avec la famille au moment de l'hospitalisation de jour. En fonction de ce bilan et de l'équipe de prise en charge qui va être recrutée, ensuite, on va pouvoir intervenir chez la famille. Donc, dans la phase de pré-inclusion, les professionnels ils auront des contacts réguliers, enfin un contact à faire avec la famille. Il y aura des consultations aussi prévues chez le médecin traitant, donc au cabinet. Et puis, tous les professionnels se réuniront en RCP, en réunion de concertation pluriprofessionnelle, à la fin de la phase de pré-inclusion pour pouvoir enclencher ensuite une phase intensive. On a une deuxième réunion de concertation pluriprofessionnelle à la fin de la phase intensive pour déclencher la phase d'accompagnement. Et une troisième réunion de concertation pluriprofessionnelle pour la fin du parcours. Et tout au long du parcours, chaque intervenant aura des interventions à faire au domicile, des contacts réguliers à faire avec la famille et il y aura donc des consultations au cabinet chez le médecin traitant. Et donc, comme on est dans le cadre d'une expérimentation, il y a le bilan qui aura été fait initial au M0. Il sera réitéré à 1 an et à 2 ans pour pouvoir évaluer le parcours. En résumé, du coup, l'équipe du CSO, elle s'est présentée, mais voilà, elle est vraiment pluridisciplinaire. Suite au bilan, on sélectionnera un coordinateur parmi l'équipe du CSO pour vraiment suivre ce jeune sur les 2 ans. Et puis, on recrutera au plus proche du domicile le médecin traitant du jeune et un coordinateur de proximité, un intervenant 2. Et donc, les professions, ça pourrait être des infirmiers, des diététiciens, des psychologues, des enseignants d'activité physique adaptée, des kinés, des professionnels type technicien d'intervention sociale et familiale, etc. Vraiment en fonction des besoins de la famille. Bonsoir, je suis infirmière libérale. Comment puis-je intégrer ce parcours pour devenir intervenante? Et bien, on vous expliquera tout ça à suivre. Il y a des formations qu'on va mettre en place pour être intervenante. Et après, vraiment, le critère numéro 1 pour pouvoir intervenir, c'est d'être au plus proche du domicile du patient. Donc, voilà un peu un résumé global du schéma. Mais la famille, elle va aller donc 3 fois au CHU d'Angers à 0, 1 et 2 ans. Et après, tout va vraiment se passer en proximité, que ce soit au cabinet du médecin traitant ou alors par des interventions au domicile du coordinateur de proximité, de l'intervenant et des intervenants. En pratique. Ah, j'ai perdu. Alors là, par contre, il va falloir que je coupe mon partage d'écran et que je vous partage l'audio de l'ordinateur. Est-ce qu'au CHU, vous pourrez me faire signe si on entend bien le son? Je ne l'ai pas encore lancé.
Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment orienter vos patients vers le parcours expérimental Obépédia. La première étape est de télécharger la fiche d'orientation et la courbe de corpulence des jeunes sur le site internet de la SRAL Nutrition. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien pour pouvoir accéder aux documents. Complétez cette fiche d'orientation et associez-y la courbe de corpulence du jeune. Une fois les documents renseignés, rendez-vous sur le site isanté-paysdelaloire.fr et connectez-vous. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous demander la création d'un compte directement en ligne. N'oubliez pas de demander l'accès au e-parcours obésité pédiatrique lors de la création de ce compte. Une fois connecté, vous pouvez ensuite accéder au e-parcours obésité pédiatrique en cliquant sur Solutions régionales parcours obésité pédiatrique. Vous pouvez ensuite accéder à la messagerie instantanée pour envoyer les documents au Dr Amselem Jager dans le menu à gauche. Pour cela, créez une discussion et notez-y pour objet Orientation patient Obépédia. Vous n'aurez plus ensuite qu'à ajouter le Dr Amselem Jager au destinataire de la conversation. Un fil de discussion va apparaître, vous pourrez y noter votre message et joindre des fichiers. N'oubliez pas de joindre à la fois la courbe de corpulence du patient ainsi que la fiche d'orientation complétée. Si vous avez des questions sur la prise en charge de l'obésité pédiatrique, vous pouvez nous contacter à la SRAL Nutrition. Pour toute question relative à l'outil de e-parcours, contactez le GCS e-santé. Et donc là, vous avez vu comment vous pourrez orienter des patients via la plateforme régionale de e-parcours, donc qui servira à tout le suivi ensuite de l'expérimentation. Et donc, comme le dit Jessica dans le chat, par rapport à la question sur qui peut remplir ce document, est-ce que c'est le médecin traitant ou ça peut être d'autres professionnels? Donc oui, tout professionnel peut orienter un patient via ce système-là. Bien sûr, c'est bien que le médecin traitant soit quand même informé et dans la boucle, parce que dans tous les cas, l'équipe du CHU ira vers lui ensuite pour pouvoir suivre le jeune. Donc, une fois que le patient est orienté dans le parcours, le processus d'inclusion peut commencer et je laisse la parole à l'équipe du CHU. Donc effectivement, l'idée c'est que je reçois la demande d'avis, d'orientation, soit donc en e-demande, ça va être la voie, on va dire, privilégiée quand même à venir, mais en attendant, je reçois aussi des demandes par courrier, par mail ou par fax même, donc il ne faut pas hésiter. Ensuite, à partir du moment où j'ai une demande d'orientation, moi je les collige et je ne décide pas toute seule d'une inclusion ou pas. On a appelé ça une revue de dossier avec toute l'équipe, donc ici présente, et on passe en revue les différents dossiers. Et soit les critères, soit le patient remplit tous les critères d'emblée et on n'a aucune question par rapport à son éligibilité dans le parcours. Et donc, on crée dans le e-parcours le dossier du patient, soit en fait on a des questionnements vis-à-vis de du fait qu'il puisse rentrer ou pas dans Obépédia, et donc on revient vers les professionnels qui nous les ont adressés pour questionner en fait de la situation. Si jamais en fait le patient est créé dans le e-parcours, c'est-à-dire qu'il est éligible à Obépédia. Ensuite, l'étape d'après, c'est d'aller regarder si on peut vraiment l'inclure. Et pour ça, il nous faut des professionnels de proximité pour pouvoir le prendre en charge. Si on a 0 professionnel de proximité, malheureusement, ça va être compliqué de prendre le jeune, puisque l'objectif, c'est qu'on ait une équipe à 30 km autour du patient. Donc après, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme alternative.
Une fois qu'on a cette démarche-là, cette étape-là, on va contacter la famille pour fixer la date de l'hospitalisation de jour qui va signer. Alors, on marque bilan d'inclusion. Alors, vous verrez, il y a plein de termes. Il y a l'inclusion, la pré-inclusion. Je ne sais pas si, Florane, tu reviendras dessus, mais on en a discuté juste avant. Nous, sur le plan, on va dire, médical et paramédical, l'HDJ signe en réalité ce qu'on appelle la pré-inclusion, puisqu'après, il y a 3 mois de délai où le patient il a le droit de se rétracter en fait, de ce parcours. Et donc, ça sera la première RCP qui signera la véritable inclusion et démarrage du parcours OBPEDIA. Voilà. Oui, juste pour compléter, c'est qu'effectivement, il y a ce côté-là plutôt médical. Et puis après, dans le cadre de l'expérimentation, du coup, le patient il est considéré comme inclus dans l'expérimentation dès l'HDJ. Je te laisse la parole, Valérie. Alors moi, je contacte les patients pour essayer d'organiser un hôpital de jour et qu'ils puissent nous rencontrer toutes les 5 professionnels sur 2 journées en fait. Une journée où il y aura ce qu'on appelle une HGPO, donc c'est un bilan sanguin avec une hyperglycémie pour voir comment l'enfant absorbe le sucre. Et il aura bien sûr au cours de cette journée-là des bilans radiologiques avec une échographie, une densitométrie osseuse. Il aura l'occasion de voir aussi mes collègues psychologues, Jessica en tant que médecin et Mylène en tant que diététicienne et Daphné en tant qu'éducatrice en activité physique adaptée. Donc, on ne peut pas tout mettre sur une même journée, c'est beaucoup trop important, surtout que comme il s'agit d'une expérimentation, eh bien, on a aussi certains questionnaires à renseigner pour faire un état des lieux en fait, de la prise en charge au départ et de l'enfant et de la famille. Donc, ça prend énormément de temps et il faut des professionnels pour être auprès d'eux pour pouvoir remplir ces questionnaires. Il faut savoir que dès lors qu'ils sont à l'hôpital de jour, eh bien, nous commençons à renseigner le e-parcours que vous, ensuite, vous pourrez compléter et trouver source d'informations aussi, voilà, au niveau de l'équipe. Entre les 2 journées, ce n'est pas systématique, mais il est possible que certains enfants puissent avoir un enregistrement du sommeil. Ça, c'est aussi vu par Jessica au moment de l'hôpital de jour, savoir s'il faut, ou plutôt au moment de la revue de dossier, pour savoir s'il faut ou pas un enregistrement du sommeil pour cet enfant. Voilà, et puis à la fin des 2 jours, on se réunit, toute l'équipe, pour faire une synthèse sur ces 2 enfants. Et puis pour savoir ce qu'on peut leur proposer comme prise en charge, ce qu'il en a été de chaque enfant. Déjà, les désirata des parents et de l'enfant, leur motivation, et puis nous, en fonction de ce qu'on a pu recueillir comme données, qu'est-ce qu'on voit comme prise en charge adéquate pour cet enfant. Il y a une question dans le chat de Valérie sur la différence entre le 1 et le 2. Alors, c'était simplement, là, c'est ma diapo pour moi, pour m'organiser. Évidemment que c'est en fonction des disponibilités de chaque intervenant. C'est pour moi pour pouvoir caler différents rendez-vous, mais autrement, ils ont le même hôpital de jour avec les mêmes intervenants qui doivent les voir en alternance, évidemment. C'est la même diététicienne, donc elle ne les voit pas au même endroit, mais c'est les mêmes intervenants sur les 2 jours. Donc, c'est plus pour moi, pour m'y reconnaître et mettre mes heures de rendez-vous. Mais ça va probablement évoluer dans les 2 ans. Mais pour l'instant, je m'y réfère facilement comme ça pour pouvoir caler mes rendez-vous sans trop m'en mêler dans tous les intervenants.
Il y a une question sur la tranche d'âge possible à l'inclusion. Ah. La réponse, c'est 3-18 ans. Mais on a un petit bémol quand même sur les 18 ans. Voilà, on a eu cette réflexion-là il n'y a pas très longtemps sur le fait que si on les inclut juste avant 18 ans, mais qu'ils partent après faire leurs études supérieures ailleurs, ça veut dire qu'ils sortiront du process au BPDIA, et donc il faut qu'on soit vigilant aussi par rapport à ça. Parce que si on les inclut à 17 ans et 8 mois, qui passent le bac et qui partent faire leurs études à Paris, bon, vous me direz qu'il y a un parcours au BPDIA à Paris, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse faire transfert de dossier en région. Donc voilà, à un moment donné, l'âge de 16 ans avait été évoqué, ça a été rallongé à 18, mais bon, on aura un point de vigilance sur cette tranche d'âge, les 16-18. Donc ensuite, une fois, donc Valérie l'a dit, à la fin des 2 jours d'hôpitaux de jour, consultation, on a une synthèse pluriprofessionnelle le vendredi fin d'après-midi. L'objectif étant de pouvoir, nous, synthétiser voilà, tous les entretiens que les patients auront eus, et dans l'idée de pouvoir réfléchir au projet personnalisé de soins du patient et réfléchir à la constitution de l'équipe de proximité. Et donc mettre en place aussi quel sera le coordinateur CHU. Donc à partir du moment où on a établi le coordinateur CHU, coordinateur de proximité et les professionnels de santé libéraux 1 et 2, on va envoyer toutes ces informations-là via le e-parcours à Florane, qui va regarder quels intervenants existent proches de l'enfant. Et ensuite, chaque professionnel de santé du CHU va appeler son homologue intervenant libéral, on va dire, pour informer de la situation, de l'organisation de la première visite à domicile, par exemple, et de la première RCP. On a 3 mois pour faire tout ça, mais en fait, ça passe super vite. Donc, c'est vrai que après, on va détailler un petit peu les inclusions, à quel rythme on les fait, mais voilà, ça demande une sacrée organisation quand même pour ne pas rater les étapes. Et donc, moi, ça me permet aussi de faire cette synthèse, de faire le compte-rendu de l'hospice de jour qui sera envoyé aux médecins traitants, aux parents, et qui sera aussi disponible sur le e-parcours dans l'onglet documents, pour que chacun puisse consulter voilà, la synthèse de cet hospice de jour. Voilà. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, je ne crois pas. Vas-y, c'est bon, Florane. Il y a une question du coup dans le chat en même temps sur qui peut être le coordinateur de proximité. En fait, ça va être, comme l'a dit Jessica, vraiment en fonction des besoins de la famille et des problématiques qu'elle peut rencontrer. Et donc, comment on va recruter ces professionnels et notamment ce coordinateur de proximité? Ça va être en fait au plus proche du domicile des patients. Et on va rechercher dans un premier temps les professionnels qui ont été formés ou qui sont en cours de formation. Et donc, pour pouvoir rechercher ces professionnels, on utilise l'outil Cartonut. Donc, pour ceux qui ont déjà été formés, vous devez connaître et vous êtes très certainement référencés sur Cartonut. Et donc, si vous l'êtes, c'est bien. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de mettre à jour vos coordonnées pour être sûr d'avoir les meilleures informations possibles au moment où on va vous recruter. Et puis ensuite, un autre des critères qui entre en compte aussi, comme l'a dit Jessica, que 3 mois, ça passe très vite. Et donc, la rapidité de réponse et les disponibilités des uns et des autres feront que voilà, vous serez plus ou moins, on va dire, privilégiés pour pouvoir intervenir. Plus on aura une réponse rapide, mieux c'est. Et une fois que donc, on vous a contacté, que vous êtes OK, là, en lien avec la SRA Nutrition, vous aurez des conventions qui vous seront envoyées par signature électronique. Pour une signature électronique, il y a 2 conventions. Il y a une convention qui est signée avec le CHU d'Angers dans le cadre de l'expérimentation nationale au BPDIA, qui relie avec tout l'aspect expérimentation au niveau de la CNAM. Et puis, il y a une autre convention qui est assignée avec la SRA Nutrition, car dans le cadre de l'expérimentation, on va jouer le rôle de structure concentratrice
Donc la CNAM appelle ça comme ça pour dire que c'est nous qui gérons la facturation notamment. Si le jeune a une infirmière à domicile, privilégiez-vous d'abord l'infirmière qui connaît le jeune. Tout à fait, s'il y a déjà des professionnels... Ah bah oui, Jessica, je n'avais pas vu, excuse-moi que tu répondais aussi. S'il y a des professionnels qui interviennent déjà auprès de certaines familles, on leur proposera en priorité. Et puis, comme disait Jessica, on proposera la formation pour pouvoir avoir le même discours et harmoniser un peu les connaissances de chacun. Et la formation, donc on y reviendra après, mais on va développer un module de e-learning qui pourrait être accessible à tout moment par tout professionnel pour faciliter ce système de formation et la participation du plus grand nombre de professionnels. Donc voilà, on en est à l'étape où on a recruté les professionnels, on a signé les conventions, et donc je vous laisse la suite au CHU. Et donc la suite, effectivement, on en a un petit peu parlé. Alors nous, on n'est pas encore à cette étape-là. On va bientôt commencer les visites à domicile. Et donc cette première visite à domicile, ce sera le coordinateur CHU avec le coordinateur de proximité, donc en accord avec la famille évidemment. L'idée, c'est de pouvoir restituer le bilan d'hospice de jour et d'expliquer la suite de la prise en charge avec tous les membres de l'équipe de proximité. Voilà, et bien faire comprendre à la famille qu'on est là pour décider ensemble du projet personnalisé de soins, voilà, le coordinateur de proximité sera le pivot de la prise en charge, donc l'interlocuteur principal, et que sur la première phase de pré-inclusion, il y aura un contact téléphonique avec le professionnel de santé 1 et le professionnel de santé 2 avant la première RCP et le démarrage, on va dire, définitif du process OBPEDIA. Voilà, et donc tout ça, encore une fois, ça sera disponible sur le e-parcours. On va en reparler à la fin, après du e-parcours, mais il faut vraiment voir cet outil comme notre outil de coordination. Donc c'est par ce e-parcours que transitera toutes les informations, les questionnements, les nouvelles infos, etc. etc. Et donc ensuite, normalement, la famille doit donner une réponse dans les 15 jours sur oui, ils souhaitent poursuivre le parcours ou non, ils veulent mettre fin à la prise en charge dans ce projet. Et donc après, nous, il faut qu'on réfléchisse à une alternative. Alors, je l'ai mis, mais nous, sur Angers, pour les Pays de la Loire, on va dire, on a décidé de faire ce travail-là un peu en amont, c'est-à-dire de choisir des gens déjà motivés et intéressés par le parcours pour ne pas avoir à inclure, entre guillemets, du tout venant et se retrouver à faire des exclusions de parcours en plein milieu. Pas toutes les équipes au BPDIR en France ne font ça. Il y en a qui font des hospices de jour fréquemment, mais ce sont des équipes qui ont des REPOP et qui ont des hôpitaux de semaine en fait et qui peuvent avoir une charge de travail beaucoup plus importante que nous, qui avons que 2 jours tous les 15 jours pour l'instant. On va peut-être monter un petit peu en charge après, mais pour l'instant, on est un peu bloqué, donc on préfère rentabiliser et avoir des patients qu'on sait motivés qui vont être partants pour l'expérimentation de 2 ans. Voilà, on a fait ce choix-là, donc on espère avoir que des oui quand même après la restitution du diagnostic éducatif et du bilan en hospice de jour. Voilà. Alors, pour l'instant, on a sélectionné 10 enfants d'ici à la fin de l'année et on a plutôt bien sélectionné puisqu'on en a pris 2 de chaque département dans toutes les régions des Pays de Loire. Et au niveau des ratios, sur les 10 enfants, il y a 5 garçons et 5 filles. L'âge moyen des enfants inclus, c'est de 5 ans et demi jusqu'à 14 ans, l'âge moyen donc de 9 ans. Voilà. Et actuellement, on fait des inclusions tous les 15 jours. Voilà. Et pour les 4 enfants qui ont déjà été inclus,
On a ensuite, en revue de dossier, ou plutôt à la fin de notre prise en charge, à notre synthèse, on a défini certaines équipes. Le premier enfant, c'est une équipe évidemment médecin traitant, IDE en coordinateur de proximité, et autrement, il y a une diététicienne et un psychologue au niveau des professionnels. Le deuxième enfant, ça va être le médecin traitant, un éducateur en activité physique adaptée en coordinateur de proximité, et autrement, en autre professionnel, c'est un psychologue et une diététicienne. Le troisième enfant, c'est un médecin, la diététicienne en coordinatrice de proximité, et autrement un éducateur APA, parce qu'il a vraiment besoin, c'est la prise en charge, on pensait que ça serait, ça serait intéressant de faire de façon plus intensive au niveau de la diététique et de l'activité physique. Et le quatrième enfant, il y a le médecin traitant, une infirmière en coordinatrice de proximité, un éducateur en activité physique adaptée, une diététicienne en professionnel, autrement 1 et 2. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore fait appel à des professionnels, à des travailleurs, des Technicienne techniciennes, ouais, d'intervention sociale et familiale, mais on y pense aussi pour d'autres enfants qu'on est en train de prendre en charge actuellement. Donc, c'est Je pas rebondis forcément… juste, Valérie, Oui. sur en fait, le premier patient, vous voyez, l'équipe, c'est médecin, infirmière, diète. Et en fait, entre parenthèses, il y a marqué psy en ville. Ça renvoie en fait à la question de la collègue tout à l'heure dans le chat. En fait, cette patiente, elle était déjà suivie par une psychologue en ville. Donc, on a gardé cette collègue psychologue dans l'équipe. Voilà, on n'a pas fait intervenir une autre psychologue au BPDIA, on va dire. Et vous voyez que le troisième enfant, donc médecin diète APA, il manque un professionnel de santé. Alors, il y a deux options pour ça. Soit, en fait, le patient, on peut regrouper l'activité du PS1 et PS2. Si on estime qu'il a vraiment besoin d'une activité physique intense, on combine les deux professionnels pour en faire qu'un et avoir plus d'intervention sur cette discipline. Soit, et je vais faire appel un petit peu à tout le monde et à vos connaissances, on a vraiment besoin de psychologues dans le parcours. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous travaillez avec des psychologues, à les mobiliser parce que tous nos jeunes patients atteints d'obésité sévère ont quasiment tous besoin d'une prise en charge psy, et malheureusement, on n'a pas assez de collègues en libéral pour pouvoir les prendre en charge. Voilà. Oui, on pourra faire le lien ensuite sur l'histoire des formations. Mais effectivement, est-ce qu'on a diffusé auprès des CMP du côté de l'ASRA? En tout cas, nous, on n'a pas forcément les contacts des CMP, mais vous l'avez fait au CHU, il me semble. Alors, non, on n'a pas fait de pub spécifique au BPDIA dans les CMP, mais c'était toute la difficulté en fait, du professionnel de santé libéral versus institution, quoi. C'était pas, on cherchait vraiment des psychologues installés en libéral. Alors, tu me diras, Marion, peut-être qu'il y a des psys en CMP qui sont aussi en libéral. Voilà, je crois que c'est ce que tu écris. Donc, oui, il faudrait qu'on relance, en fait, effectivement, via les CMP pour avoir un max de collègues qui puissent s'investir dans le projet. Et c'est ce qui se passe déjà d'ailleurs pour notre intervenante, pour notre patiente là qu'on a inclus qu'elle est psy en ville. En fait, c'est une psy qui est dans une structure et du coup, on la garde parce que ça fait longtemps qu'il y a un suivi et qu'on trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, la diététicienne, elle a le rôle intervenant 1 et 2. Et la psy, elle a un autre rôle à l'extérieur, mais finalement, on l'inclut dans le parcours indirectement parce que c'est hyper important ce qu'elle va pouvoir nous ramener pour pouvoir adapter au mieux la prise en charge.
Et donc, ça fait la transition avec après l'outil de coordination qui permet de faire du lien à la fois avec l'équipe qui va intervenir dans Webpedia, mais aussi tous les professionnels qui vont intervenir autour de ce patient dans le cadre de la prise en charge de ville. Cet outil, on vous le présente dans le cadre d'Obpedia, mais il ne sert pas qu'à Obpedia. C'est un outil numérique de coordination qui a été adapté à la prise en charge de l'obésité pédiatrique au sens large. Et donc qui est porté par la plateforme e-santé-pays-de-la-Loire.fr du grade e-santé avec qui on a co-développé l'outil. Donc c'est une plateforme sécurisée qui permet une meilleure coordination ville-hôpital avec une plus grande fluidité dans le parcours de soins. Elle permet de partager des documents, de déposer des notes et puis de remplir des questionnaires. Donc le lien ville-hôpital, je viens juste de le dire. Et puis l'intérêt de cette plateforme, en fait, c'est qu'elle est ouverte à tout professionnel, que ce soit des professionnels médicaux ou paramédicaux, et qu'il y a des habilitations spécifiques en fonction de la profession pour que les données de santé soient accessibles uniquement aux professionnels qui ont les habilitations pour pouvoir y accéder. Mais la plateforme, elle, permet d'être accessible à tous avec des degrés plus ou moins importants d'accès aux données. Donc là, vous avez une capture d'écran de la plateforme avec toute une série d'onglets. Et donc, il y en a un qui est spécifiquement dédié au recueil des données Obpedia dans le cadre de l'expérimentation nationale. Et donc, vous n'aurez pas accès en tant que professionnel libéraux, mais l'équipe du CHU, elle a vraiment des questionnaires assez complets à remplir pour rentrer toutes les données qui vont permettre l'évaluation du parcours d'un point de vue médical, médico-social. Et puis, vous n'aurez pas accès non plus, mais du côté de la nutrition, nous, on va utiliser aussi cet outil de coordination pour pouvoir suivre et déclencher la facturation pour la rémunération des intervenants au domicile. Et ensuite, vous aurez de visibles des modules que vous allez pouvoir consulter, notamment les synthèses des bilans des hospitalisations de jour qui vous seront mises à disposition pour que vous ayez des éléments sur ce qui se sera passé sur les 2 jours d'inclusion. Et puis, vous aurez à remplir certains modules pour pouvoir participer à l'évaluation de ce parcours. Et vraiment, on insiste sur la nécessité de tracer au maximum les choses dans le e-parcours pour cette évaluation, que ce soit des choses positives ou négatives d'ailleurs. Et surtout, si ça va être vraiment cet outil qui va nous permettre de suivre le parcours et donc de déclencher ou pas les forfaits qui seront attribués aux intervenants. Donc, les modules spécifiques Obpedia, je vais vous les présenter rapidement. Donc, il y a la synthèse pluriprofessionnelle que vous allez pouvoir retrouver avec les bilans qui auront été réalisés au CHU d'Angers. Le module de coordination pluriprofessionnelle, où là-dedans, vous allez pouvoir consulter les comptes rendus des 3 réunions de concertation pluriprofessionnelle, où on va noter la liste des participants, qu'est-ce qui aura été décidé sur la suite du parcours pour ce jeune. Et puis, il y aura des points réguliers entre le coordinateur du CSO et le coordinateur de proximité pour permettre le déclenchement de la facturation. Et donc, ça pourrait être aussi, ça devrait être aussi notifié dans l'outil. Dernière chose où là, vous êtes tous concernés si vous intervenez dans le cadre du parcours, que ce soit médecin, coordinateur de proximité ou intervenant 1 ou intervenant 2. Il y a un module de phase et suivi avec des informations générales sur les phases. Donc ça, c'est plutôt l'équipe du CHU qui le précisera avec la date, notamment par exemple du bilan d'inclusion en HDJ, la date du début du parcours pour ce jeune. Et puis, vous aurez surtout les uns et les autres à remplir un onglet spécifique qui vous sera dédié pour recenser tous les contacts que vous allez réaliser avec la famille, que ce soit des visites à domicile, des échanges téléphoniques, des consultations cabinet, etc. Et donc, c'est sur ce module de phase et suivi que le coordinateur de proximité et le coordinateur du CHU se baseront pour pouvoir valider ou pas le déclenchement des forfaits. Donc, vous aurez les dates des présentations générales du parcours obésité pédiatrique. Donc là, c'est vraiment tous les modules assez généraux et les modules spécifiques à Webpedia. On est en train de faire des tutoriels PDF qui vous seront donnés en même temps que le livret des intervenants au domicile pour ceux qui participeront. Et puis, on va essayer de faire des tutoriels vidéo aussi pour pouvoir illustrer ça un petit peu plus de manière dynamique.
Et donc, c'est cette partie-là qui n'était pas mise à jour dans le précédent diapo sur la rémunération des intervenants au domicile. Donc, comme on disait tout au début, donc on est dans le cadre d'une expérimentation article 51 pour le financement, dans le cadre de la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale, avec une expérimentation des parcours qui sont rémunérés par des forfaits. Et donc là, pour un patient sur 2 ans, il y a à peu près 3 000 € qui sont dédiés à la prise en charge de ces patients-là. Et en fait, donc là, j'ai mis le détail par phase. Chaque professionnel a un forfait qui lui est attribué. Et puis, les versements sont faits à l'espace un peu de tous les 3 mois à peu près. Enfin, ça dépend en fonction des phases. Vous aurez le détail dans le livret des intervenants. Et ce qui correspond à une somme à peu près de 1 000 € si on résume pour le coordinateur de proximité, environ 1 000 € pour le médecin traitant, et puis 1 000 € qui sont répartis entre l'intervenant 1 et l'intervenant 2. Je vous parlais des forfaits, mais maintenant je vais vous parler du processus de facturation qui est un peu innovant et qui est relié aussi au format des articles 51. Donc l'idée, c'est que vous faites partie de l'équipe de proximité et vous intervenez au domicile du patient. La première étape, comme je vous l'ai dit avant, ça va être de renseigner la plateforme régionale de e-parcours. Et donc, comme je vous parlais, vous aurez un module de phase et suivi qui sera vraiment ici le module qui va permettre d'évaluer et de suivre tout le processus au BPDIA, et notamment aux coordinateurs de proximité et aux coordinateurs du CHU qui feront des points. Bon, là, j'ai mis les mois, mais ils feront le point régulièrement en fonction des phases pour pouvoir valider vos forfaits en se basant sur ce que vous aurez complété dans l'onglet phase et suivi. S'ils sont OK pour déclencher les forfaits, ils vont aussi eux-mêmes faire une notification dans le e-parcours, dans un onglet spécifique à la facturation qui est accessible uniquement par les professionnels du CHU. Ils notifieront les éléments qui sont à facturer. Et nous, en tant que SRAE Nutrition, on jouera le rôle de structure dite concentratrice. Ça veut dire qu'une fois par mois, on va extraire du e-parcours toutes les données qui auront été notifiées à facturer le mois précédent. Et on va extraire ces données et on va les importer sur la plateforme CNAM de l'assurance maladie, enfin la plateforme de l'assurance maladie spécifique pour la facturation des articles 51. Deux solutions. Soit vous êtes un professionnel de santé et vous disposez d'un numéro assurance maladie, donc c'est le cas essentiellement pour les médecins, infirmiers, kinés. Et donc là, vous recevrez directement le versement de la part de la CPAM de Paris. Soit vous ne disposez pas de numéro assurance maladie, donc là c'est souvent le cas pour les diététiciens, les psychologues, les enseignants d'activité physique adaptée, etc. Donc dans ce cas-là, en tant que structure concentratrice, la SRAE Nutrition va recevoir le versement de la part de la CPAM et on vous reversera l'argent sur votre RIB, et ça nécessite également que vous ayez un numéro de SIRET pour qu'on puisse être au niveau administratif, qu'on soit dans les clous. Ce schéma, il est assez complexe de facturation, mais l'idée, c'est que suite à l'expérimentation, donc on puisse valider les bénéfices qui sont apportés aux patients et que les rémunérations qui sont hors droit commun, donc qui passent par le circuit de la structure concentratrice, puissent entrer ensuite dans le droit commun. Et donc, on pourrait avoir notamment, par exemple, des rémunérations de diététiciens, psychologues, enseignants à bas, dans le cadre de prise en charge de ces jeunes. Comment vous engager et comment participer au parcours? Donc, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais en fait, la première étape, c'est donc il y a eu inclusion de patients. Avec le CHU d'Angers, on va vous contacter, on va vous dire qu'il y a un patient à telle adresse. Est-ce que vous souhaitez intervenir, oui ou non? La deuxième étape, c'est de signer donc les conventions par voie électronique. Une fois que vous avez signé ces conventions, on va vous donner accès au dossier du patient sur le e-parcours. Et puis, la prise en charge peut débuter. Et comme elle présentait Jessica et Valérie tout à l'heure, vous pourrez commencer les visites à domicile et vous réunir au bout de 3 mois à la première réunion de concertation pluriprofessionnelle. Tout au long du parcours, donc les premiers patients ont été inclus et on voit qu'il y a pas mal de questionnements de la part des professionnels. Donc, on va mettre en place à partir de novembre des webinaires hebdomadaires tous les mardis entre 13h30 et 14h15
avec l'inscription en ligne. Et donc, l'objectif, c'est que vous puissiez tous vous connecter directement pour pouvoir poser vos questions et faire un petit peu un partage d'expérience entre professionnels. Alors, il y a une question dans le chat. Petit détail d'ordre comptable et fiscal. Les versements CNAM seront-ils identifiables au BPDIA dans les flux Noémie, honoraires non conventionnés, je suppose? Honoraires, ce qu'on sait, en tout cas pour le moment, c'est que le versement sera fait par la CEPAM de Paris. Et que ça correspond à du... Je sais pas trop répondre à la question. Je regarderai exactement ce que m'a envoyé dernièrement comme information la CNAM. Par contre, sur le versement, l'intitulé des versements, même nous, du côté de la Travail Nutrition, on aura juste comme information que c'est un versement de la CEPAM de Paris. Il n'y aura pas de note sur Obépédia ou autre chose. Et donc, pour conclure, est-ce que vous voulez au CHU représenter les missions du CHU, vu que vous êtes quand même le CHU est le porteur auprès de la CNAM de l'expérimentation? Oui, c'est bon, j'ai ouvert mon micro. Donc oui, nous, nos objectifs, ça va être évidemment donc de recruter les patients, de faire notre fameuse revue de dossier pour voir quels patients sont éligibles. Et donc à la suite de ça, nous organiserons les bilans hospitaliers, puis nous ferons la coordination médicale et paramédicale de chaque patient et surtout en lien avec les équipes de proximité. C'est vraiment là voilà, la clé, je pense, d'un suivi optimal pour le patient, c'est de vraiment pouvoir échanger facilement et notamment via cet outil de coordination numérique, hein, ce e-parcours. Nous gérons aussi les données médicales et paramédicales relatives à l'évaluation de l'expérimentation. Donc, c'est vrai que vous verrez donc, sur les différents webinaires e-parcours, il y a un certain nombre d'informations à renseigner dans le e-parcours en vue de l'expérimentation du process Obépédia. Puisque l'objectif, c'est quand Obépédia sera terminé, vraiment à terme dans 4 ans, enfin 4-5 ans, le temps après d'analyser les données, c'est de pouvoir étendre ce dispositif dans le droit commun et qu'on puisse proposer Obépédia sur toute la France. Là, aujourd'hui, on n'a que 9 centres qui vont pouvoir proposer ce dispositif aux patients. Mais l'idée, c'est d'évaluer, de voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne et que, évidemment, il y a le côté financier derrière, on puisse le proposer à tout le monde, enfin en tout cas aux obésités sévères. Et puis évidemment, nous validerons les forfaits des intervenants de proximité. Donc c'est pour ça que ça sera important, mais ça encore une fois, ça sera redit dans les webinaires e-parcours, de renseigner lorsque vous allez en rendez-vous, de mettre un petit mot sur l'intervention que vous avez fait, d'une part pour la transmission des infos, mais aussi, nous, ça nous permet de voir que vous êtes, on ne veut pas vous fliquer, mais il faut quand même qu'on ait des éléments qui nous disent que vous êtes allé au domicile. Alors après, il pourrait y avoir des patients, hein, ça on l'a imaginé évidemment, qui fermeraient la porte, qui ne seraient jamais au rendez-vous, etc. Ça, ce n'est pas de votre fait, donc évidemment, les consultations seront comptées et facturées. Donc ça, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus, ça sera évidemment à prendre en compte et on aura après des critères d'exclusion du parcours si le patient n'est pas capable d'honorer les différents rendez-vous qu'on lui aura fixés. À toi, Florane. Et comme tu disais, tout l'enjeu, c'est vraiment de le tracer dans le e-parcours. Et on a mis justement, s'il y a des familles qui ne sont pas là au rendez-vous, possibilité de le notifier dans le e-parcours. Et donc la Travail Nutrition, donc nous, on joue le rôle de structure concentratrice. Donc on n'est pas en lien directement en tant que porteur au niveau de la CNAM, mais on est en lien avec la CNAM sur l'aspect facturation, rémunération d'un intervenant de proximité.
Donc, on est là pour recruter les professionnels de l'équipe de proximité, donc en lien avec l'équipe du CHU, bien entendu. On est chargé d'extraire du parcours les données qui sont à facturer et de les transmettre sur la plateforme CNAM pour pouvoir justement déclencher le versement de ces forfaits. Et puis pour les professionnels qui ne sont pas professionnels de santé et donc qui ne peuvent pas être rémunérés directement par la CNAM, donc on recevra l'argent et on redistribuera cet argent aux professionnels. Et tout au long du parcours, du coup, on travaille vraiment en partenariat ensemble sur tout l'aspect qui est formation. Donc, on va développer un e-learning de formation à l'obésité pédiatrique en lien avec OBPédiatre qui sera couplé avec une journée, une demi-journée en présentiel sur Angers. Et puis, on travaille aussi ensemble sur le e-parcours et tous les tutoriels, etc. pour pouvoir faciliter les usages de ce e-parcours. Pendant que Jessica, tu parlais, donc j'ai regardé sur les versements de la CNAM. Donc là, dans le dernier mail que j'ai de la CNAM, ils disent que le paiement via la plateforme a la même valeur qu'un paiement du droit commun. Ils sont considérés comme des prestations de soins. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais voilà, et ce sera donc versé directement par la CNAM, la CPAM de Paris, pardon, pour les professionnels de santé. Et sinon, en fait, nous, on recevra l'argent et on la redistribuera aux professionnels. Et donc, quand on va la redistribuer, nous, on aura la main pour pouvoir mettre un identifiant OBPédia dans le versement. Donc, Jessica, tu as répondu sur le fait que les intervenants de proximité qui vont se déplacer au domicile ne soient pas payés, car le coordinateur du CHU estime que ce n'est pas facturable. Donc ça, ce sera vraiment à la marge, je pense, cette situation, si on voit que que vous avez fait l'effort de faire tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Qu'on soit d'accord, hein, c'est-à-dire que la formation obésité pédiatrique, elle est là pour qu'on ait, donc ce que je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes connaissances, le même discours, la même vision des choses. On ne dit pas que notre vision est la meilleure, hein, mais on a quand même une philosophie OBPédia qui est un peu notre fil conducteur. Après, quand on aura choisi l'intervenant de proximité, c'est qu'on aura échangé, on aura confiance en vous et on aura une prise en charge obésité pédiatrique la même vision de la prise en charge de l'obésité pédiatrique. On n'est pas du tout là pour juger de votre intervention en tant que telle. Nous, l'idée, c'est de pouvoir prendre en charge les patients à proximité. Donc, on ne pourra pas dire, je ne sais pas si c'était vraiment ça votre idée derrière, mais que votre intervention, on estime qu'elle n'est pas facturable, on n'est pas là, on n'est pas juge de ça. Hein. Après, ça sera l'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble si la prise en charge ne se passe pas bien pour X raisons, mais qu'on puisse trouver un petit peu les freins à cette prise en charge et qu'on réfléchisse pour améliorer tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si c'était dans ce sens-là la question, mais je tenais à préciser quand même. Oui, tu as raison. Et donc sur la formation, est-ce qu'elle est payante ou est-ce que le DPC prendra en charge? Donc sur un autre projet article 51, on a testé la formation DPC, ça n'a pas bien fonctionné. Donc pour le moment, la formation à l'heure actuelle, elle est gratuite et elle est sous forme de webinaire, mais les inscriptions sont plus ouvertes parce que les premiers webinaires ont déjà démarré. Enfin, quand je dis elle est gratuite, elle est prise en charge par l'ARS qui finance notre temps en fait sur ces formations. Et puis la formation en e-learning sera certainement aussi, très certainement, prise en charge par le temps qu'on y aura consacré. Et puis on verra, comme disait Jessica, pour une prise en charge DPC, mais ce ne sera pas forcément obligatoire pour tous. Hop. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. S'il y en a qui veulent même prendre la main, on a encore un petit peu de temps. On avait laissé du temps pour les questions. Il ne faut pas hésiter s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous voulez des précisions. Et puis même au CHU, si vous voulez rajouter des choses. On a déjà commencé à... Je vois qu'il y a certaines personnes dans les participants qui sont déjà dans les starting blocks pour les 4 premiers patients.
Donc, c'est plutôt chouette. On est très content de démarrer. Là, on inclut 2 autres patients, on a aujourd'hui et demain. Donc demain soir, on aura une nouvelle synthèse et donc avec des nouveaux professionnels à solliciter. Donc voilà, on a hâte de vraiment se lancer dedans. Mais déjà, le côté coordination, il prend du temps, on va dire. A-t-on un seul enfant à suivre ou plusieurs est une chose possible. On va essayer de multiplier, on va dire, les intervenants pour que ceux qui sont intéressés puissent avoir au moins un patient. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des régions qui sont quand même assez désertes et il est très possible que certains aient plusieurs patients à leur charge pour OBPDIA. Et puis, Après, ouais, vas-y. Non, j'allais rebondir sur la deuxième question, sur la fréquence des visites à domicile pour la diététicienne. Comme ça, la question, on ne peut pas y répondre parce que la diététicienne, ça dépendra de son rôle. Et en fait, vraiment, l'idée du parcours, c'est qu'on définit des rôles aux professionnels et que ça sera vraiment ça qui va définir le nombre d'interventions. Et donc, en tant que coordinateur de proximité, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est en global sur tout le parcours, c'est une visite à domicile par mois. Et puis après, les intervenants 1 et les intervenants 2 interviennent à peu près aussi tous les mois ou tous les 2 mois, sachant que l'intervenant 1 intervient tout le long du parcours, alors que l'intervenant 2, lui, intervient uniquement pendant les phases intensives. Je peux peut-être remettre le parcours pour que ça soit un peu plus clair. J'en profite juste pour rebondir. Tout à l'heure, il y avait une question sur les entretiens psychologiques à domicile ou au cabinet, peuvent-ils se faire au cabinet? J'ai répondu que le domicile était à privilégier et le cabinet n'était pas interdit, évidemment. Mais c'est vrai que nous, il y a presque 2 ans, 2 ans et demi maintenant, on a fait l'expérience, nous, d'aller au domicile pour voir un petit peu ce que ça donnerait en termes d'orgas. Et je pense qu'Olivia, tu pourras en témoigner parce que c'est toi qui t'es déplacée au démarrage. C'est vrai que c'est quand même très, très intéressant d'aller au moins une fois à domicile pour voir ce qui se trame. Clairement, au cabinet, on n'a pas du tout les mêmes infos. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Une fois, je pense que c'est vraiment la richesse d'OBPDIA, c'est d'aller à domicile. Et donc, même une fois, si ça donne des pistes de réflexion, derrière, on ne peut pas les exploiter plus que ça si on n'y retourne pas, etc. On n'a pas la même approche, la même vision, aussi bien de l'enfant qui finalement est dans son élément et du coup réagit de façon un peu différente par rapport à la concentration, à la possibilité de s'extraire de l'entretien, etc. Pour les parents, c'est pareil, ça n'a pas la même réaction. Et notamment, je pense à un jeune qu'on avait été voir avec Jessica, qui était en internat et on est arrivé à peu près en même temps que la maman arrivait. Donc, ce jeune-là n'avait pas vu sa mère depuis une semaine. Et en fait, quand il s'est jeté au cou de sa mère a fait 3 pas en arrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir si on est dans notre cabinet, en fait. Donc, il y a vraiment la dynamique familiale, je trouve qu'elle transparaît beaucoup plus à domicile qu'au cabinet. Même le papa, il n'avait pas forcément le même positionnement entre le CHU où il prenait énormément la défense de son fils, alors qu'à la maison, il prenait plus la défense de sa femme, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très riche d'intervenir. Que toutes les séances ne se fassent pas au domicile, effectivement, ça peut s'entendre. Mais je pense que c'est vraiment à privilégier dans cette expérimentation et c'est ce qui fait la richesse d'OBPDIA, c'est qu'on a des éléments qu'on n'obtient pas et c'est aussi valable au niveau diététique, etc. Là, c'est plutôt toi, Jessica, qui l'avait vécu où vous êtes allé au domicile en disant non, il n'y a plus de chips, sauf qu'en arrivant, il y avait le paquet de chips qui était encore sur la table, quoi. Donc, c'est vraiment indispensable, cette partie-là. Je pense que vous pourrez plus répondre que moi au CHU. Comment bien présenter aux familles l'intérêt d'aller jusqu'au CHU d'Angers, sachant qu'il y a souvent la mobilité psychique de ce type de famille qui est faible. Alors, je ne sais pas si c'est mobilité psychique ou mobilité physique. Oui. On peut comprendre les deux sens. En fait, l'idée, c'est de pouvoir leur dire qu'il y aura
que 3 visites au CHU. Certes, ça dure 2 jours, mais sur 2 ans, on peut dire que 6 journées au CHU, c'est peut-être pas beaucoup par rapport aux avantages qu'ils auront d'être pris en charge à proximité. Le côté psychique, si je comprends bien, si c'est vraiment ce mot-là, moi je comprends derrière la motivation. Donc si c'est des gens qui ne sont pas motivés, bah, je crois que d'abord il faut pouvoir travailler sur de l'entretien motivationnel et sur le cycle, où est-ce qu'on se situe par rapport à sa prise en charge de l'excès pondéral. Si le terme c'est mobilité physique, et sachez on a le droit de faire des bons de transport pour ces familles qui viennent de loin. Donc, ils peuvent bénéficier d'un VSL taxi pour venir au CHU voilà, s'ils habitent loin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait pour une patiente pas très loin de chez vous, Valérie, qui vient du 44, voilà, qui est inclus là aujourd'hui et demain. On lui a fait un bon de transport pour qu'elle puisse être inclue dans le parcours. Oui, Marion qui rebondit sur le bon de transport, effectivement. Il y avait quelqu'un qui rebondissait sur le fait que c'est utile et riche d'aller au domicile pour l'observation clinique au sens premier. Et puis, sinon, donc, il y avait des questions qui revenaient sur la formation, la durée de la formation. Bonne question. Quelle durée va faire notre e-learning? On va essayer que ça soit quelque chose d'assez synthétique quand même. Mais à l'heure actuelle, historiquement, la formation durait 2 jours. Puis, il y a eu le Covid, donc on a transformé la formation en webinaire. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 6 webinaires de 2 heures et une demi-journée en présentiel. Et donc, l'idée, c'est de transformer l'équivalent des 6 webinaires en e-learning. Donc, forcément, on va essayer de faire des vidéos qui soient plus courtes et de faire quelque chose de plus dynamique. Mais ce serait un peu cet équivalent-là. Et puis, on garderait une journée à une demi-journée en présentiel, ça on n'a pas encore défini, pour pouvoir quand même se voir et puis échanger sur les difficultés que vous auriez rencontrées et même échanger sur le contenu de l'e-learning pour pouvoir avoir quand même du partage d'expérience. Et donc, l'e-learning, pour ceux pour qui la formation a déjà été faite il y a quelques temps, on le mettra à disposition de tous. Et donc, vous pourrez regarder des modules qui vous intéressent pour rappel sans problème. Ce sera accessible aux nouveaux qui souhaitent se former et aux, entre guillemets, anciens professionnels déjà formés. Une autre question, à partir de quand un intervenant de proximité peut être opérationnel? À partir du moment où il est motivé, j'ai envie de dire. Je sais pas. À partir du moment où il est formé, je pense quand même, enfin qu'il ait Oui. suivi la formation, parce que en fait l'intervenant de proximité, c'est le professionnel de santé, voilà, qui a sa casquette diète, APA, psy, etc. Après, il y a le coordinateur de proximité qui, lui, doit avoir en plus donc une casquette de coordinateur. Donc, c'est vrai qu'on ira peut-être un petit peu plus interroger ces professionnels-là s'ils se sentent à l'aise pour coordonner un parcours de soins de proximité. Et après, tout à l'heure, vous parliez par exemple, des psychologues, où des fois, on peut manquer de psychologues. S'il y a des psychologues qui souhaitent intervenir dans le parcours de jeunes et qui ne seraient pas encore formés, c'est possible aussi, dans la mesure où il n'y a pas d'autres professionnels formés, de commencer à intervenir et de suivre la formation en cours. Voilà, on sera un peu souple au début aussi en fonction des professionnels disponibles à proximité du domicile. Et donc, quand proposerez-vous cette formation? Notre objectif, c'est que l'e-learning soit prêt en janvier 2022. Autre question sur la formation et des TISF, donc des techniciennes de l'intervention sociale et familiale. Est-ce qu'il y en a de formés dans le 44? Malheureusement, non. Il y a que des si, il y en a quelques-unes dans le 44. Excusez-moi, je dis des bêtises. Mais la majeure partie des TISF qui ont été formés, c'est dans le 49, avec la DMR 49 qui a fait former ces diététiciennes. Mais on n'a pas eu de retour forcément positif des ADMR des autres départements. Donc, si vous connaissez des TISF qui souhaitent se former, il ne faudra pas hésiter à leur relayer l'information aussi pour qu'il y en ait le plus possible qui se forment. On peut ouvrir les micros
pas, Florane, des intervenants ou c'est juste par le chat? Je pense qu'ils ont la possibilité de lever la main pour qu'on puisse activer les micros. Baptiste pose la question, avez-vous prévu des temps d'éducation thérapeutique en collectif, donc entre enfants? C'est pas prévu dans le dispositif Obépédia. C'est vraiment du temps individuel. Après, on anticipe le fait que ça va manquer. Et donc, en parallèle à Obépédia, on va essayer de développer des temps en collectif. Un peu comme, enfin, pas tout à fait comme MyPop, mais pour pouvoir proposer quelque chose un peu d'intermédiaire. Mais ça, c'est vraiment au stade de réflexion pour l'instant. Donc, pour Obépédia, il n'y aura pas de temps collectif. D'autant plus qu'on a la difficulté d'être sur toute la région. Donc, pour réunir les patients, c'est plus compliqué que quand on est sur un territoire plus restreint. Une question sur la PMI. On a contacté aussi la PMI, mais on n'a pas eu de retour plus que ça. On a des infirmières puéricultrices qui se sont formées à Obépédia, mais après, on n'est pas en lien privilégié, j'ai envie de dire, avec la PMI. Au CHU non plus, vous n'avez pas eu forcément de lien. Non. Et donc là, c'est peut-être plus pour vous au CHU, le rôle du médecin traitant lors des consultations mensuelles, avec quels objectifs? Alors, plusieurs objectifs. La première, c'est de vraiment garder le lien rapproché des patients pour garder la motivation en fait, et la dynamique de la prise en charge dans ce parcours. Après, c'est le suivi médical, quoi, donc avec l'anthropométrie régulière qui est recommandée mais pas obligatoire. Si le patient ne veut pas être pesé, évidemment, on ne l'obligera pas. Mais c'est vraiment pouvoir voir les gens régulièrement pour les motiver, hein, pour vraiment les garder dans cette dynamique, dans cette bonne dynamique, faire du renforcement positif, reprendre chaque petit objectif en fait qui aura été fixé par les professionnels de santé libéraux et dire où est-ce que vous en êtes de cet objectif, parce que vous aurez accès aux différents objectifs des patients et donc vous pourrez réappuyer là-dessus. Tiens, vous en êtes où par rapport à cet objectif, ou quel objectif avait été fixé avec la diététicienne, celui-ci, qu'est-ce que vous en pensez, à quel niveau votre motivation elle est concernant cet objectif, et puis comme ça vous pouvez réajuster éventuellement ou contacter le collègue si vous trouvez que l'objectif était soit trop ambitieux, soit que le patient il a envie d'aller à l'étape d'après. Enfin voilà, c'est surtout pouvoir rentrer dans une dynamique de consultation régulière qui permettra de garder la motivation. Voilà. Et après, alors attends. Marion, tu disais cela ne risque pas de compromettre l'expérimentation. C'était quoi qu'est-ce qui peut compromettre l'expérimentation? Le temps que Marion, tu précises, il y avait une question aussi sur le temps d'activité physique adaptée quand tu parlais des ateliers collectifs. Ah oui, non, pour Obépédia, il n'y aura pas d'atelier collectif. Hein. Pour les patients d'Obépédia, il n'y aura pas d'atelier collectif. Ce que j'entendais, je me suis peut-être mal exprimée, c'est pour les autres patients en fait, qui sont entre le MyPop et Obépédia, en fait, hein, qui sont un peu entre deux. On réfléchit un petit peu à leur proposer autre chose. Voilà. Okay. Après, moi, j'avais envie d'intervenir sur le plan des APA parce que du coup, c'était une question APA. Effectivement, en tant qu'intervenant au BPDIA, si vous êtes un enseignant APA, vous intervenez pour une prise en charge individuelle. Par contre, effectivement, si c'est un objectif pour mettre en place une activité physique plus importante, peut-être que c'est intéressant dans le cadre de votre intervention, d'orienter la famille vers une prise en charge collective à proximité. Peut-être que en fonction de ses capacités physiques, en fonction aussi de son bien-être à pratiquer une activité physique en groupe, il peut être à même à participer à des activités proches de chez lui en club dont il n'a pas forcément été auparavant. Donc, c'est aussi dans
dans votre champ de compétences et vous pouvez intervenir comme ça par la suite, puisque l'objectif, c'est qu'après ces 2 ans d'expérimentation, ces 2 ans de prise en charge, eh bien, ils puissent maintenir cette activité physique sur le long terme. J'ai l'impression qu'on a balayé la plupart des questions. Si on en a loupé au fil de l'eau, il ne faut pas hésiter à nous les remonter ou à en poser d'autres s'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit. Je ne crois pas qu'on en ait raté. Et bien, s'il n'y en a pas d'autres, je vais couper mon partage d'écran. Et ce qu'on voulait vous proposer à la fin, c'est de refaire un petit sondage pour voir, après cette présentation, est-ce que vous en êtes et est-ce que vous souhaiteriez ou pas vous impliquer dans la suite du projet. Et donc, pour le temps que vous répondiez, normalement, j'ai lancé le sondage. Je pense que vous devez l'avoir à l'écran. Ah, il y a une question qui arrive entre-temps. Ouais, j'allais dire qu'il y avait une question. Je recoupe mon micro. Non, tu peux, vas-y. La question, c'est est-ce le médecin qui pèse l'enfant et le mesure ou cela peut être le rôle de la diète? En fait, c'est plutôt dans les missions du médecin traitant que de faire ces mesures anthropométriques parce que dans le e-parcours, ces données-là, elles sont dans l'onglet médical. Et donc, c'est vrai qu'il y a des diètes qui pèsent et qui mesurent pour leur suivi. Donc après, à discuter, hein, je ne sais pas, je n'ai pas de bonne ou mauvaise réponse, mais en tout cas, nous, ce qui était décidé au tout départ du parcours, hein, c'était que c'était plutôt le rôle du médecin lors de ces consultations mensuelles. Et après, tout l'intérêt, justement, Jessica, que tu précisais le e-parcours, en fait, c'est que si quelqu'un l'a notifié, la personne qui viendra après verra si ça a déjà été fait ou pas. Donc, ça peut être aussi de se dire, si c'est déjà fait, de ne pas le refaire forcément à chaque fois. L'outil de e-parcours, il sera vraiment là pour vous aider à voir ce qui a déjà été fait, pas fait, et pour éviter de refaire 3 fois la même chose, alors qu'il peut y avoir un autre axe qui puisse être abordé avec le jeune à ce moment-là. Donc, un médecin scolaire, je peux orienter, mais pas prendre en charge en proximité. Jessica, du coup, sur le côté orientation, effectivement, il n'y a pas de souci. Et côté prise en charge médicale, je pense que, comme en tant que médecin scolaire, je ne pense pas que vous ayez du temps de médecin généraliste, quoi, si j'entends, Madame Lejar. On a déjà échangé pour plusieurs patients et c'est vrai qu'on avait plutôt échangé sur le côté orientation. Donc effectivement, je pense que vous ne pourrez pas prendre en charge en proximité des enfants, mais après, si vous souhaitez, parce que vous connaissez les enfants et j'en ai en tête, on pourra vous adresser évidemment le partage d'infos, quoi. Et puis, dans tous les cas, vous faites toujours le lien avec le médecin traitant de l'enfant quand il est pris en charge. Il y aura une sorte de livret support pour le patient. Oui, tout à fait. On a pas mal de petits documents. Il y a des livrets support pour les intervenants et des livrets support pour le patient et sa famille. Mais on peut orienter vers le médecin traitant. Aussi, oui. Alors après, ça dépend si votre idée, c'est d'abord de faire un point médical avec le médecin traitant pour que lui vous dise ce qu'il en pense de la prise en charge de l'excès de poids, ou si vous estimez que l'obésité est suffisamment sévère et nous l'adresser directement en informant le médecin traitant que vous faites cette démarche-là. Voilà. Et pour le livret, pour le patient, donc au CHU, vous avez des livrets spécifiques pour les patients qui sont vraiment pris en charge dans le cadre des HDG, etc. Et si vous voulez des livrets juste d'information pour présenter le parcours à un patient qui pourrait être orienté potentiellement par la suite, on a aussi fait une plaquette avec le schéma un peu simple, le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure du parcours, pour que vous ayez un support si vous voulez le présenter à des familles avant de les orienter vers le parcours. Et donc ces documents-là, ils sont disponibles sur notre site internet. Et si j'y pense
j'essaierai d'y penser de les remettre aussi dans le mail avec le diaporama et le replay de la soirée. Je voulais rebondir sur le livret patient. En fait, on a conçu un livret patient qui sera donné à la famille au moment de la visite à domicile, juste avant, après la première période intensive. Et c'est un livret où on pourra répertorier évidemment tous les objectifs et tout en marquant la motivation de l'enfant, ce qu'il est prêt à faire ou pas, mais avec des objectifs donc pour l'enfant, mais aussi avec des objectifs pour les parents. Voilà, donc, oui, il restera au domicile du patient et comme ça, le patient pourra s'y référer entre chaque visite des différents professionnels. Valérie, parce que l'outil de e-parcours, donc on vous l'a présenté comme un outil de coordination entre professionnels, mais cet outil-là ne sera pas accessible aux patients. Donc effectivement, le carnet patient laissera une trace pour la famille des échanges qu'ils auront pu avoir avec les uns et les autres d'entre vous. Je vois qu'il y en a une grande partie qui ont répondu au sondage, donc je vais y mettre fin. Je pense qu'on en a perdu en cours de route. Il commence à se faire tard. Hop, et je vous partage les résultats. Je ne sais pas si vous l'avez. Donc, globalement, vous êtes satisfait de la présentation. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui voudraient orienter des patients vers le parcours BPDIA. Donc là, il ne faut pas hésiter, hein, même si on ne l'a peut-être pas précisé, mais on va inclure 80 à 100 patients sur toute la région sur 2 ans d'inclusion. Donc, ça ne fait pas beaucoup de patients par rapport au nombre de patients potentiels, mais on inclura tous ceux qu'on peut pendant les 2 prochaines années. Ceux qui ont besoin de plus d'informations, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous ou à consulter le site internet de la SRA Nutrition. On a mis pas mal de choses. Vous êtes aussi une majeure partie à vouloir vous impliquer dans la prise en charge de ces jeunes. Donc, pour ceux qui sont déjà formés, on vous recrutera très certainement s'il y a des patients à proximité d'où vous exercez. Et pour ceux qui ne seraient pas encore formés, un petit peu de patience, mais dès janvier 2022, on aura le e-learning qui sera disponible. Là, c'est pareil, vous aurez les informations via notre newsletter ou sur notre site internet. Dès que ça sera disponible, vous pourrez vous inscrire sans problème. Et du coup, ça fait le lien avec la question juste après de la formation, où il y en a la majeure partie d'entre vous quand même qui avaient déjà suivi la formation. Donc pour vous, ce sera peut-être juste des petits rappels pour ceux qui souhaitent sur le e-learning. Et puis les autres, on fait au plus vite pour vous mettre à disposition le module de e-learning. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions dans le chat. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Et puis, il n'y a plus qu'à. Je ne sais pas si au CHU, vous voulez faire le mot de la fin. Merci d'avoir été nombreux à vous connecter ce soir. Voilà, nous, on est très contents de démarrer. Voilà, on est, je pense, sur une bonne dynamique. Et j'espère qu'on pourra répondre à un maximum de patients. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Donc là, pour l'instant, on a 10 patients inclus. On espère pouvoir rajouter des petites plages d'urgence d'ici la fin de l'année pour pouvoir répondre à la demande, hein, tout simplement. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous et on espère bientôt vous voir en vrai, en RCP, auprès des patients. Voilà. Merci. Et on est très content d'avoir pu faire cette soirée de lancement après tant de mois d'attente. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci, Bonne soirée. Bonne soirée.